Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Le président de la République séjourne depuis le 13 novembre dernier à l'étranger. En France, il a rencontré hier le président François Hollande. Le renforcement des relations franco-ivoiriennes était au centre des discussions. Jérôme Kofi Aboulin. Un tête-à-tête à l'Élysée ce mardi 22 novembre 2016 entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et son homologue français, François Hollande. Une rencontre dans le cadre des activités du chef de l'État ivoirien à l'étranger depuis le 13 novembre 2016. Les échanges entre le président ivoirien et celui de la France, comme à chaque fois que l'occasion leur est donnée, ont essentiellement porté sur le renforcement des relations entre les deux pays. Je viens de voir le président François Hollande pour échanger avec lui sur les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la République française. Ces relations sont excellentes. Lui dire tous les progrès que nous avons accomplis au cours des 5 dernières années. Et également, nous avons parlé de la région ouest-africaine, la lutte contre le terrorisme, la situation du continent et bien sûr les relations internationales. Nous avons eu un très bon échange. Je suis très heureux de cette visite et je voudrais à nouveau remercier le président de tout le soutien qu'il nous apporte. Après cet entretien avec le président français François Hollande, le président Alassane Ouattara a quitté Paris à destination de Malabo en Guinée équatoriale pour participer au 4e sommet Afrique-Monde arabe. Pour rappel, le chef de l'État ivoirien était d'abord au Maroc, précisément à Marrakech, où il avait pris part à la 22e conférence internationale cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ou COP22. Revenons en Côte d'Ivoire pour nous pencher sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Les deux parties ont signé 2 accords. L'un concerne le programme d'appui budgétaire de bonne gouvernance, l'autre le programme d'appui au secteur vivrier. Ces 2 accords ont été signés pour les 5 prochaines années en présence du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Cette signature s'inscrit dans le cadre du Plan national de développement 2016-2020 à Boussanougou. Ces signatures des programmes d'appui budgétaire de bonne gouvernance et de développement et d'appui au secteur vivrier traduisent le dynamisme et l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne qui veut soutenir la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Le rôle de la Côte d'Ivoire dans la région est particulièrement important en vue de l'intégration régionale, en vue de la capacité du pays de mobiliser des ressources pour créer un espace économique intégré. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est la création d'emplois pour les jeunes, c'est l'investissement, c'est la création d'activités économiques soutenables. L'État de Côte d'Ivoire apprécie à sa juste valeur le soutien de l'Union européenne pour la mise en œuvre de ces 2 programmes d'une valeur de 40 milliards de francs CFA ou 62 millions d'euros, respectivement, et 13 milliards de francs CFA, soit 20 millions d'euros. Je voudrais saluer la disponibilité constante et l'engagement de votre institution à accompagner la Côte d'Ivoire dans la poursuite de la dynamique économique remarquable qu'elle enregistre depuis 2012 sous la haute égide de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Les actions qui seront menées dans le cadre du programme d'appui budgétaire de bonne gouvernance et de développement sont en adéquation avec les axes stratégiques 1 et 2 du Plan national de développement, notamment le renforcement de la bonne gouvernance. Le programme d'appui au secteur vivrier s'inscrit, lui, dans le cadre de l'axe stratégique 3 du Plan national de développement, qui est l'accélération des transformations structurelles et de l'industrialisation. Lors du tout récent Conseil des ministres, une décision a été prise, celle de l'interdiction de la vente et la consommation de l'alcool en sachet. Sachez qu'une visite du ministère du Commerce est prévue sur l'ensemble du territoire pour un suivi de l'application de cette mesure. L'interdiction de la vente et la consommation de l'alcool en sachet est une mesure qui a pour but de freiner l'utilisation de ce produit très répandu et que l'on trouve à moindre coût. Pourquoi ne faut-il pas consommer l'alcool en sachet? Que pensent les populations de cette interdiction? Moussa Konaté tente de répondre à ces questions. De l'alcool en sachet, brandi en pleine rue comme un trophée. Sa qualité de consommateur d'alcool, ce jeune homme le revendique avec ce geste. Pour lui, l'alcool en sachet est un stimulant pour une journée réussie. C'est normal, c'est liqueur. Donc, le liqueur qu'elle a, on peut consommer ça, puis il n'y a pas de problème. Ça, consommer, c'est une inspiration. Les sachets, aujourd'hui, là, c'est un peu mieux parce que ça fait de l'économie.
Dans cette rue, non loin de la gare routière à Adjamé, des sachets en quantité jonchent le sol, preuve d'une consommation certaine. Le produit se vend et se consomme bien, au prix de 100 francs tout au plus, dans les commerces et dans les rues. Une opportunité d'affaires pour certains. Ça je prends pour nourrir ma famille. J'ai 6 enfants, ils sont à l'école. Je me débrouille avec mes enfants, avec ça. Depuis quand on dit, j'ai commencé à vendre les sachets. Et pourtant, la consommation d'alcool et puis en sachet peu fiable constitue des risques de santé pour la population. C'est un alcool dont on ne connaît pas souvent le dosage, comment il est fabriqué, où il est fabriqué, qui est derrière. Mais ensuite, c'est aussi leur disponibilité et leur accessibilité financière ou géographique, j'allais dire, parce que ce sont des alcools conditionnés pour 100 francs l'unité et tous les enfants peuvent se permettre d'en avoir. On est à 1 sachet pour se stimuler, on est à 2 sachets pour se stimuler, alors qu'au 3e sachet, on développe plutôt l'effet contraire, c'est-à-dire l'abattement, l'engourdissement, l'endormissement, si on veut dire. C'est un phénomène tout doux qui arrive, vous pensez que vous êtes le maître de la substance, vous en achetez quand vous pouvez, mais après c'est la substance qui s'impose à vous. Après c'est la substance qui vous dit, levez-vous et allez m'en acheter. Voilà, et c'est la substance qui fait la loi. Et en ce moment-là, le chemin retour n'existe plus, c'est la dépendance. Votre personnalité est organisée méticuleusement autour du produit et que le produit, et puis le produit s'impose à vous, à votre vie. Dépendance, risque de maladie, les autorités ivoiriennes réagissent. Désormais, plus question de vendre et consommer l'alcool en sachet. Le gouvernement vient d'annoncer son interdiction lors du dernier Conseil des ministres. Au titre du ministère du Commerce, le Conseil a adopté une communication relative à l'interdiction, la production, l'importation, la commercialisation, la détention, l'offre à titre gratuit d'alcool, d'eau de vie, de liqueurs et autres boissons spiritueuses en sachet plastique ou en berlingot. Donc ces produits qui, pour la plupart, entrent sur le territoire national de façon frauduleuse, notamment par la contrebande, pour l'essentiel ne respectent pas les normes de dosage prescrites, et constituent ainsi une réelle menace pour la santé des consommateurs. Une décision diversement appréciée. On a supprimé tous les chassés, même les chargeurs, les chauffeurs, tout. Même ceux même qui ne sont pas chauffeurs, même tout le monde boit chasser. On a supprimé chasser, mais pas chasser, même ça détruit. C'est quelque chose qui n'est pas bon, ça détruit. Voilà, ça détruit la jeunesse. Ce sachet, ça crée beaucoup d'emplois. Regardez même, quand qui te dit que tu te sors à Djamé, à ta Boboska, à Djamé, partout là, toutes les filles qui se promènent, au moins plus de 1000 personnes vont la boisson en sachet. Tout ça là, quand tu arrives dans la région d'Azopeska, à Coupé, à Ferry, à Bengou, tout ça, c'est au moins plus de 1000 emplois qui vont se supprimer. Le commerce de l'alcool en sachet, une bonne affaire. La consommation du produit, risque pour la santé. Entre activités lucratives et préservation de la santé, le choix est vite fait. Dans le domaine de l'éducation, l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire a échangé avec le ministère de l'Éducation nationale. Au centre des préoccupations, les cours du mercredi. Au terme des négociations, les enseignants ont annoncé la suspension de leur mot d'ordre de grève. Ils appellent leurs collègues à assurer les cours du mercredi. On les écoute. À l'issue des discussions, des résolutions principales qui suivent ont été arrêtées. 1. La mise en place du cadre de concertation qui comprend 24 membres, dont 12 pour les syndicats. 2. La définition consensuelle des termes de référence et du chronogramme de travail ce jeudi 24 novembre 2016. 3. La tenue imminente d'un séminaire ne pouvant excéder 3 jours et à l'occasion duquel les points figurant dans le préavis de grève de l'ISEPSI seront examinés en vue de solutions adéquates. En conséquence, l'ISEPSI appelle les enseignants et les enseignantes à assurer les cours de mercredi jusqu'au règlement définitif de cette question. Par ailleurs, l'ISEPSI invite le gouvernement à lever toutes les sanctions prises contre les enseignants pour un dialogue sain et constructif. Fait à Abidjan, le 22 novembre 2016, pour l'ISEPSI, le porte-parole David Bliblé.
La Côte d'Ivoire compte près de 2000 réfugiés issus de la Centrafrique, du Libéria, du Congo et de bien d'autres pays de la sous-région. L'opération de vérification des réfugiés vivant dans le pays a débuté hier au siège du service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, appuyé dans ses missions par le HCR. Gabriel Zani. Ils sont près d'une cinquantaine, hommes, femmes et enfants, à se présenter au siège du Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, pour la vérification de leur identité de réfugiés. Certains sont en Côte d'Ivoire depuis plus de 15 ans et travaillent grâce à une qualification. Pour d'autres, la vie n'est toujours pas aisée. Je suis en Côte d'Ivoire il y a 3 ans. Quand j'étais venue, il y a une sœur qui m'a accueillie chez elle, avec mon enfant et il y a mon petit frère aussi. Donc on s'est débrouillé un peu pour survivre. Je suis réfugié congolais de Brazzaville et depuis 1997 je suis là. Je suis dans le domaine de l'informatique, je travaille dans un cabinet. Nous sommes intégrés d'une manière ou d'une autre et je pense que la vie, ça va. L'opération a pour but d'actualiser les informations concernant les réfugiés et de consigner des données fiables. La présence physique du réfugié est donc nécessaire pour rassurer les agents du Sahara. En Côte d'Ivoire, ils sont environ 2000 réfugiés. En mobilisant ces données fiables pour actualiser notre base de données, nous allons pouvoir adresser à travers des projets toutes les préoccupations des réfugiés pour qu'ils se sentent à l'aise en Côte d'Ivoire, pour qu'ils vivent en parfaite harmonie avec les populations ivoiriennes. Ce recensement se fait aussi à Bobo, Yopougon, Makori, pour le district d'Abidjan, et à Yiglo, Danané, Zonien et Daloa, dans les villes du Grand Ouest. Une opération éclatée pour atteindre le plus de réfugiés non identifiés dans les fichiers de renseignement, affirme un responsable de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, qui apporte son soutien technique au Sahara. Nous avons des techniciens qui sont venus un peu de partout, certains de Dakar et d'autres de l'intérieur du pays pour appuyer cette opération ici en Côte d'Ivoire. Depuis 4 années, nous nous efforçons à apporter une protection assez évidente pour les réfugiés qui sont en Côte d'Ivoire. Et pour pouvoir mieux apporter la protection, il faut connaître exactement le nombre de réfugiés que nous avons sur le territoire ivoirien. Cette opération de recensement prendra fin le 3 décembre prochain. À l'étranger, l'Afrique du Sud reporte la construction de ses centrales nucléaires. L'annonce a été faite par le ministre sud-africain de l'Énergie qui a présenté un nouveau plan du secteur énergétique pour les 20 prochaines années. L'Afrique du Sud détient la seule centrale nucléaire du continent. Le pays comptait en construire 8 autres d'ici 2023. En République centrafricaine, au moins 11 personnes ont été tuées dans la ville diamantifère de Bria à l'est, théâtre lundi dernier d'affrontements entre deux factions rebelles de l'ex-Seleka. D'un côté, l'UPC, constitué en majorité de Peuls, et de l'autre, le FPRC, composé de Goula. Ces deux factions rebelles sont aussi implantées dans d'autres villes, notamment à Bambari. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.